Voici un homme qui rêve de réinventer le monde et de redonner à la Belgique de l'ambition et de l'enthousiasme. Alors il aime tellement la Belgique que systématiquement il prend ses vacances à 1 heure de chez lui. Cet homme, c'est Thierry Geerts. Bonjour Thierry. Bonjour Marc. Alors Thierry, vous prenez vos vacances à 1 heure de chez vous. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de plaisir à se mettre dans un avion, certainement pas avec les questions de Corona, et de voler pendant autant de temps pour qu'on se fait moins bien manger, être dans un moins chouette entourage, et qu'à 1 heure de route de chez moi, il y a Dunberg, qui est une chouette petite ville côtière, où c'est assez agréable et où il est fait bon vivre, et donc on doit se rendre compte à quel point on vit dans un beau pays. Et d'ailleurs, pendant l'année, je visite régulièrement les villes belges. Et alors, c'est assez magnifique de voir que les Belges font 3 heures d'avion, et puis ils disent que, par exemple, la gare de New York est magnifique, mais ils n'ont pas encore visité la gare d'Anvers, qui est au moins aussi belle. Et il y a beaucoup de choses. Vous habitez à Anvers ? Et j'habite à Anvers, je suis né à Bruxelles et j'habite à Anvers. Ouais. Et qu'est-ce que vous trouvez à Anvers ? Est-ce que vous êtes un vrai Anversois ? Alors, oui, mais il ne faut pas voir ça comme étant quelque chose contre quelque chose d'autre. Donc je me sens très européen, je me sens très belge, et je me sens aussi très anversois parce que c'est là que j'habite. Ceci dit, mon cœur balance toujours entre 2 villes, c'est Bruxelles et Anvers. Je suis a priori plus citadin que je ne suis... j'ai pas beaucoup de plaisir de me mettre sur une montagne ou faire des 3 heures de randonnée. Chacun son truc. Vous faites du sport ? Non, je ne fais pas de sport. Pas de sport. Donc définitivement, vous avez la forme. Vous êtes fit. Et je crois qu'il faut garder la forme. Il faut vivre de façon active et bouger, mais pas ne rien faire, regarder la télé et puis aller 1 fois par semaine au fitness, ou alors essayer de faire un marathon et se bousiller les genoux, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut vivre activement, et d'ailleurs tout le monde qui fait 4000 pas par jour reste en bonne santé, mais ça sert à rien de ne pas bouger 3 jours et puis de faire 10 000 pas un autre jour. Alors vous habitez Anvers, vous allez en vacances à Dunbergen, vous êtes un Belge. Alors entre le Belge, le Flamand, le Wallon, le Bruxellois, l'Européen, donc vous m'avez dit, moi je me sens européen. Est-ce que vous vous sentez un homme du monde ? Parce que votre métier, et on va y revenir dans quelques instants, vous amène aussi, hors période Corona, à bouger dans le monde. Justement, il faut absolument bouger. Le pire, c'est d'être coincé dans sa ville. Et le problème de certains Anversois, c'est de penser que le reste, c'est du parking et qu'il n'y a qu'Anvers qui compte. Et par exemple, les enfants, je dirais interdit d'étudier à Anvers parce que s'ils restent coincés dans ce monde anversois. Et donc, je crois qu'il est important d'être fier de son pays, de sa région, mais en connaissance du monde. Donc, je voyage pas trop, mais quand je voyage, j'essaie de m'inspirer de ce qui se passe ailleurs, des cultures différentes. Et quand on vient à la maison, on se rend compte à quel point on vit confortablement et pourquoi il faut protéger et continuer à travailler à ce confort que nous avons acquis pendant les derniers centenaires. Alors, aujourd'hui, donc, vous êtes un homme du monde et votre métier, en fait, vous amène à être cet homme universel. C'est quoi votre métier ? Alors, responsable de Google, c'est toujours un peu compliqué. Premièrement, on a quand même 9 produits qui sont utilisés par 9 Belges sur 10, grosso modo. Donc ça implique pas mal de choses, hein, au niveau technique, au niveau, comme une entreprise classique. Il faut gérer le marketing, les produits, les problèmes légaux, etc. Mais on a la chance d'une société qui a pas mal réussi grâce à la transformation digitale, et ça nous donne aussi la responsabilité d'expliquer ce monde qui change. Et on est plus en avance, on a donc mieux compris les avantages et les inconvénients de cette transformation digitale. Et donc voilà, ma mission, en plus de mon boulot, c'est probablement de parler de cette transformation de société qui a lieu pour l'instant et que je trouve fascinante, mais qui fait aussi un peu peur parce que tout ça va un petit peu vite. Raison de plus pour expliquer ce qui se passe. Google, aujourd'hui, c'est quoi la vision de Google ? La vision qui amène Google à faire ce qu'il fait aujourd'hui ? Je crois que la première, c'est une profonde croyance que le monde d'avant n'était pas tellement optimal et que grâce à la digitalisation, on peut régler un grand nombre de problèmes de société. Et donc, on investit assez fort dans cette nouvelle façon d'opérer parce qu'on croit que, au niveau sociétalement, c'est bien plus intéressant que la vie industrielle passée.
Et naturellement, si ça se développe comme ça, c'est un bon secteur dans lequel la société doit investir, notre société doit investir, mais toutes les sociétés doivent investir, aussi toutes les sociétés belges. Si vous voyez le succès de Google des dernières années, ne soyez pas jaloux de Google, faites la même chose pour votre entreprise. Soyez aussi présent dans le digital, transformez votre activité vers cette nouvelle façon de travailler qui est bien plus humaine que la façon précédente. Pourquoi plus humaine ? Parce que aller au bureau de 9h du matin à 5h du soir, il poser des cachets sur des papiers, c'est quand même pas très humain. Faire des tâches répétitives dans une usine ou se casser le dos, c'est pas très très humain. Et donc, la digitalisation permet de dématérialiser beaucoup de choses qui permettent de se focaliser sur ce qui est vraiment vrai, c'est-à-dire l'interaction entre humains, la créativité, le contexte. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant. Par exemple, regardez les sociétés d'un quotidien. Les quotidiens aujourd'hui font toujours du journalisme. Touchent grâce au digital plus de gens avec leur journalisme qu'auparavant, mais ils ne doivent plus transporter du papier et des camions qui circulent pour qu'on lise ça sur papier et qu'on rate éventuellement un deadline. Aujourd'hui, vous pouvez lire les nouvelles en permanence sur votre smartphone, elles seront à jour, et c'est le même journalisme de qualité sur lequel il faut continuer à investir, mais on n'est plus obligé d'abattre des arbres et de transporter du papier pour y arriver. Ça me semble plus humain et plus écologique. Alors ça fait aujourd'hui 10 ans que vous êtes patron de Google en Belgique. Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis les 10 ans, une évolution de votre entreprise, Google, et votre évolution aussi? C'est quoi, ou votre révolution? On en parlera maintenant dans quelques instants. Mais c'est quoi votre évolution ou révolution? Alors, on dit toujours que Google, on a facile parce qu'on fait ça depuis toujours. Tout le contraire est vrai. On a eu affaire à deux énormes révolutions. La première, c'est l'arrivée du smartphone. Quand même, pas oublier qu'on on faisait tout notre argent sur un laptop et du jour au lendemain, il y avait un smartphone et on a dû tout réinventer en fonction de smartphone qui fait qu'au lieu d'aller vers Internet de temps en temps, on est en permanence en connexion avec Internet et donc les gens vous posent des questions différentes. Si vous cherchez une pizza derrière un PC, vous voulez vous faire livrer une pizza. Si vous cherchez une pizza sur la Grand Place à Bruxelles, vous cherchez une pizzeria pour aller manger. Donc il y a totalement changement de paradigme et on arrive maintenant à un troisième changement de paradigme qui est l'intelligence artificielle. Grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir se redébarrasser de son smartphone car on va arriver à ce qu'on appelle l'ambient computing, donc la computation, enfin le calcul omniprésent. Tout ce qui est connecté à l'électricité peut être connecté à l'Internet et devient intelligent. Donc vous pouvez parler contre votre frigo et votre frigo va vous répondre. Et donc au lieu de, si vous êtes dans la cuisine, vous voulez cuisiner quelque chose, au lieu de prendre votre smartphone pour rechercher une recette, vous dites au frigo, donnez-moi la recette du Waterzo Gantois et le frigo va afficher la recette, y compris les ingrédients qui vous manquent ou pas. Et ça, c'est pas de la futurologie, c'est réellement quelque chose qui est faisable maintenant avec Google Home, qui est le plus connu, le petit écran qu'on met dans sa cuisine. Quand vous voyez-vous cette évolution en 10 ans, parce que vous n'imaginiez pas ça quand vous êtes arrivé chez Google, ou est-ce que vous aviez déjà cette vision de ce monde d'après, parce que c'est exactement ça, ouais. Où tout est facilité par l'intermédiaire, par l'interaction digitale, justement. Non, clairement, faut pas. Celui qui dit qu'il y a 10 ans, il savait voir ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste impossible. Et ça prouve à quel point il est impossible de prévoir vraiment l'avenir en fonction de ces technologies qui évoluent très très vite. Ceci dit, j'ai commencé il y a 10 ans, donc quand le smartphone commençait sa transformation, et Google avait dit à ce moment-là, on sera mobile first. Tout ce qu'on faisait à ce moment-là, on le développait d'abord sur le smartphone, alors qu'on faisait 4% de chiffre d'affaires sur ce smartphone. Donc c'était quand même un vrai risque. Mais on n'a rien inventé. C'est ces technologies et l'Internet qui évolue. Ce que Google a très bien fait, c'est comprendre à temps ce qui est en train de se passer. Mais ce passé, il n'y a pas une société qui a développé le smartphone, il y a des dizaines de sociétés, d'innovations qui ont fait qu'à un certain moment, on est arrivé là. Et même chose avec l'intelligence artificielle maintenant. Et donc, c'est pas un unicum pour Google. Qu'est-ce que Google aujourd'hui, puisque Google avait la vision en 2010 de ce déploiement du mobile, qu'est-ce que Google a comme vision pour 2030 aujourd'hui ? Exactement ça. L'intelligence artificielle va faire qu'on va se séparer de son téléphone, mais qu'on va avoir autour de soi des objets utiles qui vont être beaucoup plus intelligents. Et donc, on va se débarrasser du clavier, par exemple, pour interagir de façon beaucoup plus humaine. Les gestes, la parole vont devenir essentiels. Et donc, on va arriver à une société, à mon avis, beaucoup plus humaine, parce que ce smartphone qui est toujours entre nous deux, c'est quand même un petit peu dans le chemin. Oui, c'est un écran. C'est l'écran qui fait écran.
Alors, vous êtes aujourd'hui considéré comme, en Belgique, un spécialiste, un expert dans cette évolution digitale. Vous avez d'ailleurs écrit un premier livre, Digitalis, et vous allez aujourd'hui en sortir un deuxième. Oui. Et qui s'appelle comment ? Homo Digitalis. Donc, de Digitalis, on passe à Homo Digitalis. Oui. C'est exactement en fait ce que vous venez d'évoquer, c'est l'évolution humaine du digital. Comment est-ce que vous l'expliquez, comment est-ce que vous le voyez, comment est-ce que vous le racontez ? Tout à l'heure, donc Digitalis, c'était... au fait, on n'habite plus en Belgique. On habite à Digitalis, qui est un nouveau pays, avec 4 milliards d'habitants, qui sont interconnectés l'un avec l'autre grâce à Internet. Donc il y a 4 milliards d'habitants sur les 7 milliards et demi de cette planète qui aujourd'hui sont connectés. Donc malheureusement, il y en a encore 3 milliards qui manquent, mais ça permet quand même déjà de communiquer, d'interagir avec 4 milliards de personnes, ce qui est quand même assez fantastique. Mais il y a 2-3 ans, quand j'ai sorti ce livre-là, il y avait besoin d'un peu expliquer ce que ça donnait comme possibilité. Je vais donner un exemple, je parlais du télétravail, en disant que pour éviter le problème d'embouteillage en Belgique, il faudrait apprendre à télétravailler. La vidéoconférence était tout à fait fonctionnelle en 2018. Et tout le monde m'a dit, mais non, t'es vraiment dingue, ça ressemble à rien, moi je veux que les gens viennent au bureau. Et puis le 12 mars l'année passée, on a appris que c'était peut-être pas un mauvais plan, et en tout cas ça permettait de continuer à travailler même en cas de pandémie. Donc c'était plutôt un manuel, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette nouvelle révolution digitale. Mais c'était un manuel, alors que qu'est-ce que je me suis rendu compte ces dernières années, c'est que les gens ont tout à fait compris à quoi servait le digital, un peu forcé par une pandémie. Et du coup, d'autres problèmes font surface, c'est surtout les problèmes humains. C'est de dire qu'est-ce que ça fait avec moi, qu'est-ce que ça représente pour ma vie à moi, mon évolution, qu'est-ce que ça représente pour mes enfants, mais aussi qu'est-ce que ça représente pour la société, que ça fait un effet culturel, ça fait des problèmes, des questions politiques, des problèmes de sécurité. Et donc je me suis posé la question, qu'est-ce qui pose des questions, des angoisses aux gens, et j'ai travaillé là-dessus en disant, si les gens ont peur d'une société Big Brother, ils n'ont pas tort, c'est effectivement un risque, mais il y a aussi des opportunités grâce au digital. Donc le digital est relativement neutre, il faut arrêter de se focaliser sur la technologie, il faut se focaliser sur la transformation humaine que ça représente, quelles sont les opportunités, et on va utiliser naturellement la technologie pour y arriver. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait il y a 100 ans avec l'électricité, on vit quand même mieux depuis qu'on a l'électricité, mais on a dû réinventer notre monde en fonction de l'électricité, et ça a permis, par exemple, de pouvoir se téléphoner. Il ne faut pas oublier qu'il y a un peu plus d'un siècle, on pouvait s'écrire une lettre, mais ça mettait une semaine aller, une semaine retour, juste pour se dire bonjour. Et puis on a inventé le téléphone, et ça a changé notre monde, aussi au niveau culturel, ça change les cultures, parce que des gens peuvent se parler à distance, et donc créer des nouveaux liens, échanger des nouvelles idées, rentrer en débat. Et maintenant, on peut faire ça à une échelle qu'on n'a jamais vue auparavant, et donc on est en pleine révolution culturelle, mais ça mérite un peu d'explication, et surtout ça peut foutre un peu la trouille si on n'a pas un mot d'explication. Vous saviez, au moment où vous avez commencé à écrire Digitalis, que vous alliez écrire Homo Digitalis ? Ah non, alors ça pas du tout. Déjà, je voulais pas écrire de livre du tout. Soyons clairs, j'avais aucune ambition d'être auteur. Mais ça s'est un peu forcé en disant, ça faisait 8 ans que j'essayais d'expliquer la transformation digitale. Et bon, si on fait ça de conférence en conférence, on est un petit peu dur. Et donc, il y a un éditeur qui m'a dit, mais il faut écrire un bouquin. J'ai dit non, je ne veux pas écrire de livre. Pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas écrire de livre ? Parce qu'il y a j'avais jamais fait. Je suis un matheux, moi, donc j'aime bien des formules et des ordinateurs et des trucs. Donc, un livre, je lis assez mal. C'est quoi votre formation, c'est ? Je suis ingénieur commercial. D'accord. Donc, c'est une formation relativement générale, beaucoup d'informatique, et beaucoup de finance et de marketing. Mais donc, moi, les livres, ça me passionne pas terriblement, donc j'avais aucune raison d'en faire un. Et parfois, il y a certains auteurs qui deviennent auteurs, qui s'en prennent un peu. Ils prennent de la hauteur, mais pas une bonne hauteur. Oui, mais pas une bonne hauteur. Et ça me semblait vraiment pas un bon plan. Donc, mais bon, j'avais de la matière à, et voilà, je me suis retrouvé un jour en me disant, il y a des gens qui rêvent de sortir des bouquins, mais qui trouvent pas d'éditeur. Et moi, j'ai un éditeur qui n'arrête pas de me téléphoner. Il faut que j'arrête. Donc voilà, je l'ai fait. Je me suis rendu compte que c'était un exercice intéressant parce qu'on est obligé c'est pas simple. Il faut vraiment creuser sa matière, aller au fond des choses, se mettre quelque part à nu, parce que dire des bêtises dans une conférence, ça va encore, mais écrire des bêtises, c'est plus compliqué. Donc il faut, ça reste. Et donc, en toute humilité, j'ai trouvé ça un exercice très, très compliqué, intéressant. Mais alors, j'avais dit, bon, là, je l'ai fait une fois, ça suffit, c'est terminé. Mais bon, le bouquin a eu plus de succès que prévu, plus de 20 000 vendus.
Combien Plus de 20 000 vendus. 20 000. Oui, Wow. ouais. Mais surtout, probablement plus intéressant, a donné lieu à des débats fantastiques, à des conversations que j'avais jamais eues précédemment, des gens qui sont venus en fonction du livre, qui m'ont challengé, qui m'ont posé des questions. Et donc c'était vachement intéressant. Mais bon, j'ai dit, maintenant, le bouquin, après Corona, est un peu dépassé. Et donc j'ai dit, on va arrêter l'histoire du bouquin, je vais continuer à faire mon boulot. Et là, l'éditeur a dit, non, on va pas arrêter là, on va en faire un autre. Et là aussi, j'ai d'abord dit, non, c'est pas un bon plan. Et puis, j'ai eu tellement de questions plus sociétales et personnelles en 2020 que je me suis dit, oui, il y a vraiment un besoin différent. Et donc, je me trouve dans la même situation qu'il y a 3 ans. Voilà, donc ça m'a aussi intellectuellement très fort occupé pendant la pandémie. Comment est-ce qu'on mixe à la fois cette représentation que l'on a du digital en Belgique, parce que c'est un petit peu l'image que vous avez. Oui. Vous écrivez des livres, vous travaillez, vous êtes patron de Google, vous donnez des conférences. Qu'est-ce qui a changé dans votre image par rapport à vous-même depuis que vous faites tout ça? Peut-être le sentiment d'avoir réellement un rôle à jouer, à se rendre utile, et surtout un énorme sentiment de responsabilité si je l'explique pas bien. Parce que je pense que s'il y a des angoisses qui se développent suite à cette transformation, ce qui est très naturel, le problème c'est que le populisme se nourrit des angoisses. Et donc je me suis dit, non, ça on peut pas faire. S'il y a un risque dans notre société, c'est pas la technologie, c'est l'humain qui a prouvé par le passé d'être parfois son plus gros ennemi, et c'est souvent canalisé par du populisme. Et donc la seule façon d'éviter le populisme, c'est d'être constructif et d'expliquer ce qui se passe, et de rassurer les gens. Pas de rassurer parce que ça va se passer bien, mais au moins de rassurer que c'est possible d'y faire quelque chose et qu'eux ont un rôle important à y jouer. Est-ce que donc vous vous considérez comme un optimiste ? Alors, en tout cas, le livre n'est pas en soi optimiste, mais possibiliste. C'est-à-dire, c'est quoi la différence ? En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que la vraie définition d'un optimiste, c'est quelqu'un qui croit dans une solution positive. Le problème, c'est que la perception du mot optimiste, c'est un peu les bisounours des gens qui sont toujours joyeux, etc. Je ne crois pas que c'est ça l'optimisme. Mais c'est Caroline Pauwels, la rectrice de la VUB, qui m'a dit non, tu es un possibiliste. Parce que je ne dis pas que ça va bien se passer. Je dis juste que voilà ce qu'on peut faire avec ces technologies, voilà ce qu'on peut faire en tant qu'humanité, voilà les problèmes qu'on peut résoudre, voici des façons qu'on pourrait utiliser pour y arriver. Et donc je préfère utiliser le mot possibiliste, parce que pour l'instant, être tech-optimiste, c'est un peu croire naïvement en la technologie, ce que je ne fais pas du tout, bien au contraire. Et ça, les gens sous-estiment un peu. Je vous dirais, ma définition de l'optimisme, c'est face à un problème, donc ça réclame de la lucidité, imaginer une solution, ça réclame de la volonté, et tout faire pour la mettre en place, ça réclame du courage. Donc pour moi, l'optimisme est effectivement différent de la naïveté. Voilà. Et donc ce possibilisme, après c'est des histoires de mots, oui. Mais ce possibilisme pour moi est très optimiste, puisque effectivement il amène à une solution possible. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Oui. Et j'aime beaucoup dire aussi, on est pessimiste de moyens, où il y a le pessimisme de moyens et l'optimisme de but. On va y arriver, ça c'est l'optimisme, on peut y arriver, oui. Mais ça ne va pas être simple sur le chemin. Et je reprends, je pensais que c'était utile de repréciser ça par rapport à mes questions sur l'optimisme. En fait, dans l'optimisme aujourd'hui, il y a cette notion de lucidité de la difficulté. Nous sommes face à un problème. Est-ce que vous apportez aujourd'hui, dans vos livres, dans vos conférences, dans vos réflexions, c'est que c'est l'être humain qui fera ou ne fera pas, qui apportera ou n'apportera pas la solution. Comment est-ce que vous, quels sont les premiers conseils que vous donnez à un être humain qui vient vous dire « le numérique c'est le bordel, le numérique c'est la catastrophe, le numérique fout tout en l'air, le numérique fout en l'air la planète », c'est quoi en fait ? La première chose, c'est informe-toi. Informe-toi, regarde au moins lis des choses, lis des articles, regarde aussi le côté positif présenté, et puis après tu peux faire ta propre opinion. Mais juste dire ça sert à rien, c'est mauvais pour la planète, c'est n'importe quoi. Je vais donner un bon exemple, c'est l'histoire de la planète. Là. Il y a des gens qui prétendent, oui, c'est très bien la digitalisation, mais ça pompe un maximum d'énergie, d'électricité, et donc ça fout le monde en l'air. Et ça, c'est un peu surprenant, parce que s'il y a
une chose qui justement permet de régler le problème environnemental, c'est le digital. En fait, ce qui se passe avec la digitalisation, c'est que d'abord on dématérialise. Donc, par exemple, une encyclopédie, on la transforme d'une encyclopédie papier vers du digital. Donc, d'abord, on dématérialise. Il ne faut plus avoir de papier. Grâce à ça, on démonétise. C'est-à-dire qu'on ne doit plus acheter le papier et le transporter. Et donc, ça devient moins cher. Dans le cas de Wikipédia, ça devient même gratuit. Donc, on démonétise. À partir du moment où on démonétise, ça permet de démocratiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'encyclopédie est accessible à 4 milliards de personnes gratuitement. L'encyclopédie papier d'il y a 30 ans, 20 ans, coûtait 1 600 €. On peut dire que c'était beaucoup d'argent. Et donc, c'était ou bien pour les familles riches, ou bien c'était enfermé dans des bibliothèques. Il fallait prendre le tram pour arriver à la bibliothèque. Pour ne pas dire un métro ou un avion quand on habitait plus loin. À partir du moment où on a dématérialisé, démonétisé, donc démocratisé, on peut aussi dépolluer. Puisque on ne doit plus sortir le papier, transporter le papier, on fait tout avec de l'électricité, c'est les data centers. Par contre, l'électricité, on peut la faire verte. Alors tout le monde peut dire, ouais, mais ça c'est aussi une illusion. Google a quand même énormément de data centers, on est un grand utilisateur d'électricité. Et bien depuis 2017, on n'utilise que du solaire et de l'éolien pour tous nos data centers. Okay. Et tous nos bureaux. En Belgique, partout dans le monde. 100%. Donc on additionne toute notre consommation d'électricité pour tout ce qu'on fait dans le monde. Et ça, on a en électricité solaire et éolien. On a quand même un peu un problème de voir que ça soit au bon endroit. Donc, parce qu'on a, mais bon, en moyenne, donc, il y a moyen de le faire. Et si on peut le faire depuis 2017, on veut prouver au monde que la digitalisation permet d'être totalement verte. Pas tout de suite, mais naturellement, on est au début de cette évolution. Au moins, si vous digitalisez, vous avez la chance de pouvoir le rendre vert, alors que si vous continuez à rouler avec du pétrole, ça ne sera jamais vert. Dans votre entourage, il y a des mots que vous prononcez régulièrement, et je vais vous en prononcer quelques-uns pour voir si... qu'est-ce que le mot atomium veut dire pour vous ? Pour moi, c'est l'endroit le plus inspirant de la Terre. Donc, si on me demande quel est l'endroit où vous voulez aller, eh bien, je ne vais pas aller, une fois de plus, je ne vais pas aller au Niagara, mais je vais dire l'atomium. Pourquoi ? Le bâtiment est somptueux. Si vous l'avez pas vu récemment, retournez, allez le voir. Mettez-vous en dessous des boules, la boule qui pend en l'air comme ça. Il faut le remettre dans le contexte aussi. On a construit ça en 58, quand il n'y avait pas encore les grandes grues Sarens et tout ça. Donc c'était du bricolage pour monter une chose aussi impressionnante. L'idée que c'est une multiplication d'un atome de fer, quelque chose qu'on ne voit pas, qui du coup devient immense, je trouve ça assez génial. Et puis, pour un peu de nostalgie, puisqu'on est chez Nostalgie, on a parlé d'énergie, maintenant on va parler de nostalgie un petit peu. Eh bien, en 1958, l'Atomium était l'exposition universelle de 58 au ESL. Eh bien, le centre du monde, c'était Bruxelles. Toute l'innovation du monde était rassemblée à Bruxelles. Et on n'allait pas... Aujourd'hui, les chefs d'entreprise vont jusqu'à la Silicon Valley pour comprendre les innovations. Eh bien, en 58, on allait à Bruxelles. Et il y a 18 millions de personnes qui ont visité la Belgique à ce moment-là pour visiter ça. Et il n'y avait pas encore Ryanair, donc c'était pas simple d'aller visiter Bruxelles. Et donc c'était un moment incroyable dans l'histoire de la Belgique. Et à ce moment-là, on était fiers d'être belges, on croyait à l'avenir. Et a priori, ça n'a pas changé pour le monde, mais ça a changé pour nous. Du coup, on ne croit plus trop à notre pays ni à nos régions. Je ne vais même pas faire de... Je ne crois pas que les Wallons, les Flamands, ou les Bruxellois ou les Belges, personne n'est très très fier comme peut être un Français de ses origines. Et deux, cette croyance dans l'avenir est devenue un peu comme ça, oui, non, c'était mieux avant. C'est faux, c'était pas mieux avant. Et deux, il y a un meilleur avenir devant nous, mais il faut qu'on le construise. C'est à nous à construire cet avenir. Il ne va pas se faire tout seul. Et s'il se fait tout seul, il ne sera pas fait par nous. Et alors après, on va se plaindre que ce n'est pas selon nos cultures, nos normes, nos valeurs. Et là est l'erreur. Donc on doit reprendre cette envie d'innover de 1958. Et l'Atomium est un bel exemple pour cristalliser, on peut le dire, cette énergie. Et il faut vraiment monter aussi dans les boules, visiter l'Atomium de l'intérieur. Je rencontre tellement même de Bruxellois qui n'ont plus été voir l'Atomium depuis qu'ils étaient gamins, ça vaut quand même la peine. C'est en fait quelque chose qui vous est extrêmement cher, c'est vous l'avez dit, vous êtes en vacances dans votre pays, en fait vous découvrez votre pays en permanence, vous redécouvrez l'Atomium,
c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous avez vraiment envie de redonner de l'ambition et de l'enthousiasme à la Belgique. Et je vais donc vous prononcer le mot ambition. C'est quoi l'ambition? L'ambition, c'est de vouloir avancer et de vouloir se surpasser quelque part. Chez Google, on dit on doit être uncomfortably excited, c'est-à-dire que tant que vous faites des choses et que vous dites c'est très confortable, je sais ce que je fais des petits pas tranquilles, c'est bien, mais vous devez vous surpasser. Par exemple, j'avais décidé de ne jamais écrire un livre. Écrire un livre a obligé à être assez inconfortable, vraiment inconfortable, je peux l'assurer, mais aussi assez excité tout compte fait. Et la vie devient intéressante à partir du moment où on commence à dessiner un peu en dehors des lignes, et c'est ça l'ambition. Et alors, quand on écrit un livre, c'est de dire oui, non, je ne vais pas en vendre 3000, je vais en vendre plus, donc je vais. Et donc, c'est cet enthousiasme de se surpasser. L'ambition a parfois une mauvaise image de politique, de gens qui font leur ambition en écrasant quelqu'un d'autre. L'ambition, je vois ça comme quelque chose qu'on doit avoir pour notre société, pour notre village, pour notre famille. C'est une façon de vouloir avancer, au fait, en améliorant son quotidien, et ça ne doit pas être révolutionnaire. Ça peut être avoir l'ambition de dire, voilà, au lieu de manger des trucs qu'on cuisine depuis toujours, avoir une nouvelle ambition de trouver des nouvelles recettes, c'est aussi bien. C'est aussi une ambition. C'est aussi une ambition. En fait, c'est cette politique des petits pas, cette politique évolutionniste, pour reprendre le terme tout à l'heure, évolutionnaire, c'est la politique des petits pas et qui permet petit à petit d'agrandir sa zone de confort, puisque dès qu'on en sort, d'ailleurs la preuve, vous écriviez un livre, vous avez écrit un livre, vous allez maintenant en faire un deuxième. Ouais. Lorsque vous n'imaginiez même pas possible au départ. Restons dans les A, abondance. Je voudrais terminer sur les petits pas. Le risque, c'est naturellement de faire que des petits pas. Il faut avoir une vision en général et puis faire des petits pas. Souvent, les Belges ont une vision moyenne, mais alors ils passent des années à écrire le plan de vision moyen et puis ils n'ont pas fait les petits pas. Et donc, il faut avoir la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre. Et donc, il faut faire les petits pas, mais aussi en fonction de quelque chose. Et donc, pour moi, la fonction de quelque chose, c'est d'essayer d'être une personne meilleure. Et j'ai, moi, cette conviction que le digital va nous faire non seulement une personne meilleure, mais un monde meilleur. Mais ça peut être vos ambitions personnelles. Mais donc, il est bon quand même d'avoir aussi un rêve dans lequel on fait les pas. Il faut les pas et le rêve. Voilà, juste pour terminer. C'est très juste. En tout cas, c'est quelque chose auquel je crois profondément. Oscar Wilde disait, il y a un rêve suffisamment grand pour ne jamais le perdre de vue. Et l'autre phrase, visez la Lune, si vous n'y arrivez pas, au moins vous serez dans les étoiles. Voilà. Si vous n'aviez pas visé la Lune, vous ne seriez pas arrivé dans les étoiles. Je suis évidemment totalement d'accord avec vous. Abondance. Abondance. Alors, abondance, c'est ça le monde digital. Ça semble un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et c'est cette vision d'abondance qui permet de résoudre le monde. Après, on revient sur l'énergie dont on a mentionné tout à l'heure. On a un problème d'énergie, trouver du pétrole, etc., le gaz, plein de discussions. Si vous y réfléchissez, le soleil nous donne plus d'énergie tous les jours que pour plusieurs fois toute l'énergie qu'on a besoin pour une année, pour toute la Terre. Donc, on n'a pas un problème d'énergie, on a juste un problème pour capter l'énergie du soleil. Vous rajoutez à ça l'éolien, la force des vagues, bref, la nature nous donne tous les jours probablement 20 fois ce qu'on a besoin pour toute une année. Et donc, si on croit à ça, on investit dans les énergies, les technologies qui permettent de capturer cette énergie. Et grâce à ça, on résout le problème. Au lieu de continuer à tourner en rond dans les énergies précédentes, il faut oser avoir ce rêve. Mais pour avoir ce rêve, il faut d'abord se rendre compte que l'énergie est abondante. Le soleil nous donne ça gratuitement. À partir du moment où vous installez des panneaux solaires, c'est un investissement. Mais 10 ans plus tard, vous recevez toujours votre énergie, votre investissement est amorti, et dans 10 ans, vous avez l'énergie gratuite. Prochain problème, c'est l'accès à l'eau. De plus en plus, on stresse de dire est-ce qu'on va avoir assez d'eau, même dans des régions comme chez nous. 70% de la planète, c'est quand même de la flotte. Donc on n'a pas un problème d'eau. On a un problème que c'est de l'eau salée. Ceci dit, désaliner de l'eau, c'est tout à fait faisable, mais ça prend de l'énergie. Donc c'est un problème. Mais je viens de vous expliquer que l'énergie est abondante, donc on peut faire de l'eau désalinée. Ouais, M. Geertz, vous rêvez, Israël le fait aujourd'hui. Israël, qui est quand même un des endroits, on parle toujours de la région d'Israël pour des guerres tant religieuses, mais qui est, et pétrole. Mais le gros problème était l'eau. Aujourd'hui, Israël exporte de l'eau, parce qu'ils ont installé des grosses usines de désalinisation à la côte, basées sur l'énergie solaire, et donc ça leur donne de l'eau. Donc Thierry, en fait, il y a une solution à tout. Il y a une solution. On est parvenu à avancer en tant qu'humanité à un tel point qu'on a maintenant découvert les technologies qui nous permettent de donner des solutions à tout,
Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont là tout de suite. Et donc ça demande d'y croire et d'investir à long terme. Si Google est parvenu à être neutre en 2017, c'est parce qu'on a commencé à investir en 2007. Donc en 2007, on a cru dans cette possibilité de l'énergie abondante et on a commencé à y investir. Et donc la même chose pour les gouvernements, il faut investir dans une vision de 10 ans. À long terme. Ce qui est parfois difficile à faire. Pour les entreprises, c'est difficile parce qu'on a tous les trimestres des résultats à donner. Pour les politiciens, c'est tous les 4 ans à être réélus. Et c'est ça que j'essaye de dire. Non, les solutions sont vraiment là. Ça ne veut pas dire que ça va se passer bien, mais si on y croit tous et on y travaille tous surtout, si on se bouge les fesses, si on installe les panneaux solaires à sa maison, etc., c'est là. Ok, donc vous dites, il faut une vision, et la vision, elle est là, on peut y arriver, et tout est disponible pour pouvoir y arriver, donc c'est possible. Vous dites que le fait de pouvoir prendre en main son propre sort, son propre destin, quelles que soient les circonstances de la vie, qu'elles soient positives ou négatives, on est responsable de son destin. Et donc, on est responsable de ces petits pas vers cette vision. Dans toute cette réflexion, qui est technologique et humaine, je mets les deux, c'est quoi l'amour pour vous? Et en quoi comment est-ce qu'il peut se déployer de manière harmonieuse? Je trouve ça un drôle... Je trouve l'amour quelque chose de très personnel et ça vous concerne avec votre entourage. Ou bien on définit l'amour autrement, c'est le respect de l'autre. Hein, et là, le respect de l'autre, ça à mon avis, c'est l'essentiel, c'est probablement une valeur humaine les plus importantes. Et c'est quelque chose qui est à risque pour l'instant. On voit la façon dont les gens s'insultent sur les médias sociaux, c'est un manque de respect. Dans la préparation, vous me demandiez, est-ce qu'il faut avoir de l'amour au bureau, au niveau professionnel? Non. On peut très bien travailler très très bien avec quelqu'un qu'on aime au fait pas, mais dont on respecte, un, l'individu, et deux, les capacités professionnelles qui nous permettent de faire avancer le schmilblick. C'est beaucoup plus important. Donc pour moi, c'est comme l'optimisme et le bonheur. C'est pas parce qu'on est optimiste et qu'on est sain qu'on est pour autant heureux. L'heureux, c'est une question personnelle, c'est un état d'esprit. Et l'amour, c'est avoir la chance d'avoir trouvé le bon partenaire et d'avoir des enfants autour de soi. Mais je ne demande pas d'avoir un amour par rapport à tous ses collaborateurs, c'est plutôt même... c'est une autre définition du mot amour. Alors, les Grecs définissaient le mot amour de 3 manières. L'éros, on sait ce que c'est, et oui. C'est vrai que dans le milieu professionnel, c'est pas toujours nécessairement. Mais aussi la philia, donc l'amitié, et l'agapé, l'amour universel. Et en fait, dans ce mot amour, quand on dit « j'aime mon métier », quand on dit « j'aime les gens », quand on dit « j'aime le monde », quand on dit « j'aime mon travail oui. », est-ce qu'on peut là dire que vous pouvez utiliser le mot amour dans différentes circonstances, pour différentes opérations, pour désigner différentes choses? Alors là, si on prend cette définition-là du mot amour, c'est pour ça qu'il faut arriver à quand même une définition bien claire pour que ça ne soit pas terrain glissant. Je conseille à tout le monde d'aimer son boulot. Il est clair que ça, c'est vraiment une responsabilité très personnelle. Si vous n'aimez pas votre boulot, changez de boulot. Parce que c'est quand même, ça vous prend 8 heures par jour, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être plus flexible ou différent, mais ça vous prend. Et donc, il y a des gens parfois dont on voit qu'ils sont vraiment malheureux dans leur boulot, mais pour des raisons X, Y, Z. Alors, pas tout le monde a la chance de pouvoir trouver un autre boulot, donc c'est pas donné à tout le monde, mais il y a quand même beaucoup trop de gens qui pourraient trouver un autre boulot, qui restent coincés parce que c'est plus facile. Donc, ne vous laissez jamais endormir, c'est prendre votre propre sort en main, et instamment, ce qu'on vous paye à la fin du mois, c'est quand même, c'est important, mais c'est pas tout. Si à cause de ça vous ruinez la santé et le moral, c'est pas une bonne idée. Je crois que, par exemple, ce que vous faites très bien ici chez Énergie Nos-Énergies, c'est que tous les gens ici sont passionnés par ce qu'ils font, ils aiment le boulot, ça se voit, ça se ressent, et donc non seulement l'entreprise va bien, mais surtout les gens sont heureux. Ou heureux, au moins ils ont un contexte de vie intéressant. Je crois que les chefs d'entreprise devraient beaucoup plus passer du temps à ce que les gens aiment leur boulot. Alors, je parlerais plutôt de parler de la passion du boulot, et c'est surtout réexpliquer aux gens ce que l'entreprise fait et pourquoi. Il y a un bon exemple en Belgique, c'est Marcazière et Belfius. Les employés de Dexia, ils n'étaient pas très fiers de travailler pour Dexia. La mission de Dexia, c'était enrichir les actionnaires. Aujourd'hui, Belfius dit, notre rôle dans la société, c'est on est une banque pour la Belgique et nous aidons
les entreprises à se financer et les particuliers à se financer sur base des surplus qu'il y a. Donc on place l'argent et on retraite de l'argent et ça fait fonctionner la société. Ben, ça c'est beaucoup plus motivant. Donc du coup, quand vous rencontrez un employé Belfus, il est 10 fois plus motivé que son prédécesseur Dexia, alors que c'est la même société. Et Belfus, pour autant, est tout aussi rentable pour les actionnaires. Donc il n'y a pas de... L'un n'empêche pas l'autre. Et donc comment créer des entreprises, des organisations, des régions, des pays, des communes, où les gens sont heureux, fiers de l'être, et pour finir, les comptes clopent à la fin du mois, c'est important, il n'y a pas de doute, le système financier doit fonctionner. Mais ça vaut pour toute organisation humaine, hein, donc ça ne vaut pas que pour les entreprises. Comment est-ce qu'un bourgmestre fait que ses citoyens soient heureux dans la commune? Et fier d'être dans sa commune, mais pas contre quelque chose. On a tendance toujours à dire la seule façon d'être fier, c'est de casser du sucre sur les voisins. Hein. Donc, il y a 36 000 exemples comme ça. Et c'est pas aux Belges qu'il faut expliquer ça. Et ça, il faut désapprendre, il faut avoir sa fierté de ce qu'on a, par rapport à ce qu'on a et ce qu'on fait, parce qu'on y est bien. Et alors, en être fier, sans casser du sucre sur quelqu'un d'autre, ça sert à rien. Donc, en fait, là aussi, vous avez une vision positive de la vie, de l'être humain. Est-ce que vous considérez que 97% des gens sont bons? Il est clair que pour moi, les gens sont bons jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est la confiance a priori. Ah oui, absolument. Et ça, je vous assure que j'ai parfois eu des périodes dans ma vie professionnelle où j'avais affaire à des sociétés qui pensaient le contraire, hein, où il fallait penser que les gens étaient mauvais à 97%, et donc il fallait contrôler 100%. Eh bien, on se faisait plus avoir comme employeur dans ce méthode-là que si vous faites confiance à tout le monde et que ceux qui font mauvaise utilisation de la confiance, alors ça ne veut pas dire qu'il faut donner le numéro de compte en banque à tout le monde, hein, ça j'ai pas dit non plus, mais partir du principe que tous les employés qui arrivent un matin au bureau sont là pour faire avancer la cheminée, qu'il n'y en a que quelques-uns qui font ça contre la société, et encore, en général, la plupart du temps, c'est la faute du responsable. C'est parce qu'on n'a pas expliqué pourquoi, parce qu'on n'a pas motivé, parce qu'on n'a pas créé un univers suffisamment agréable, accueillant et visionnaire que pour pouvoir effectivement emmener la personne avec soi. Voilà. Et donc, je passe mon temps maintenant à régler les 5% de problèmes en faisant confiance à tout le monde et en coachant, aidant, motivant les 5% qu'il faut faire quelque chose. C'est beaucoup plus intéressant, et surtout ceux auxquels on peut faire confiance se sentent gratifiés, parce qu'il n'y a rien de pire que admettons que je sois super motivé, j'ai envie de travailler, etc. Et un jour on me dit oui, mais à partir de maintenant il faut quand même pointer, hein, parce que pas sûr, enfin, vos voisins n'a pas fait ses heures, donc vous devez pointer aussi. Je suis terriblement vexé. Oui. Oui, et démotivé. Et démotivé, et moi j'étais flexible dans mes heures, je travaillais un peu plus, mais j'étais un peu plus flexible. Du coup, je suis obligé de faire la file à la pointeuse pour pouvoir sortir. Ça rend personne heureux, mais c'est plutôt en général. Faites confiance à vos enfants par défaut aussi, faites confiance aux gens dans la rue. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas fermer sa porte. Hein. Non, il faut être vigilant. Voilà. Confiance a priori, mais vigilance. Qu'est-ce que vos coéquipiers, vos coéquipières disent de vous? Vous savez ça? Disent de moi que j'ai de l'énergie à vente, et en général, les gens aiment même plutôt bien dans mon entourage, parce qu'effectivement, j'essaie toujours de trouver le pourquoi et de travailler ensemble, et donc d'arriver à des objectifs, quels qu'ils soient, que ce soit même dans des organisations entre amis, je me trouve assez rapidement qu'on veut absolument me nommer le responsable du truc, et ça fait avancer les choses, et c'est chouette. Vous aimez le théâtre, vous êtes un comédien amateur. Pourquoi? Par hasard. Ça n'a peut-être pas l'air, mais je suis un grand timide. Comme enfant, j'étais dans les jupes de ma mère. Et alors j'ai fait du scoutisme. Par hasard, parce qu'il y avait il y avait un groupe de scouts dans la rue où on s'est installé quand j'avais 4 ans. Et donc quand j'ai eu 7 ans, mes parents m'ont inscrit parce que c'était en face. Pas plus que ça. Mais du coup, dans le scoutisme, on fait des feux de camp, on fait des sketchs, etc. Donc on apprend à faire les choses. Et à un certain moment, pour fêter les 40 ans de l'unité de scouts, il y en a un qui a eu l'idée de faire un cabaret. Et un cabaret, donc voilà, où on mettait les responsables sur scène. Et donc on s'est amené à monter un cabaret quand j'avais 18-20 ans, je crois.
Et ben, c'était juste une expérience humaine formidable. C'était très gai. Et de fil en aiguille, on a continué à faire ça avec le même groupe depuis 30 ans, entre-temps. Le même groupe depuis 30 ans. Grosso modo, oui. Vous êtes fidèle. Ah oui, absolument. Le plus possible. Non. Et ça fonctionne. Donc je me sens pas du tout un acteur. En fait, je suis même plutôt moyen. Mais on voit à quel point, quand on se motive, et le feedback du public, c'est quand même assez fantastique. Hein. Vous êtes sur une scène, vous placez une vanne que vous n'avez même pas écrit vous-même, et le public réagit positivement. Et ça, je crois que même les timides, une fois qu'ils ont découvert ça, puisque je suis un timide qui se soigne, ou s'est soigné, maintenant, j'en ai presque besoin. Et donc, le fait de donner des conférences, c'est être sur scène. C'est la même chose. C'est la même chose. Et donc, c'est assez amusant à savoir, c'est que le fait d'avoir fait ce cabaret chez les scouts me permet de réussir comme patron chez Google. Hein. Il ne faut pas croire, mais j'ai vraiment eu besoin de ça, parce que c'est un boulot où on est amené à prendre la parole en public. Or, quand j'étais en humanité, le pire qu'il fallait... J'étais mort de trouille quand j'avais fait une élocution. C'était un drame. Et si j'avais été cette personne-là, on n'aurait pas développé mon talent de parler en public. Et j'aurais pas su faire le boulot que je fais aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, quand on voit votre prénom et votre nom de famille, Geerts, c'est donc Thierry Geerts, c'est dérivé de Gerhard, allemand, germanique, Geer, qui veut dire lance, et Hart, qui veut dire fort. Donc, ce qui est assez étonnant par rapport à Thierry Geerts, qui est quand même un lanceur, ou en tout cas un guide numérique qui permet effectivement de faire avancer le public, et c'est quand même avec une certaine puissance. Et j'évoque le mot Thierry qui est dérivé de Théodoric, là aussi germanique, avec Teud, qui veut dire peuple, et Rik, qui veut dire puissant. Et donc, je retrouve donc lance, fort, puissant, peuple. C'est quand même assez intéressant dans votre nom et votre prénom. Il y a tous ces éléments. Ça vous fait dire quoi? Ça me fait surtout penser à du Mark Fossen qui dit que tout est prédéterminé et qu'en fonction de... Merci. Merci beaucoup. Ça c'est amusant parce qu'en général, quand on utilise mon nom à quelque chose, c'est de se dire ah tiens c'est marrant parce que c'est un prénom francophone avec un nom de famille quand même très flamand. Et je crois plutôt à ça. Et mon nom est surtout ça. Et je trouve ça assez rigolo de pouvoir être ce caméléon. Et je pense réellement que j'ai de la famille en Wallonie, ça me permet de mieux possible aussi de faire des conférences en Wallonie, comme étant wallon pour ainsi dire, m'appelant Thierry, et faire la même chose en Flandre. Et ça me semble plus intéressant. Ça m'a donné plus de possibilités. D'avoir été bilingue par mes parents m'a très fort aidé. Et je trouve ça passionnant de pouvoir converser avec tout le monde en Belgique. Vous êtes un vrai, ce qu'on appelle un Belge complet. Peut-être pas un vrai Belge, mais un Belge complet parce que vous possédez 3 langues. Vous pouvez effectivement vous véhiculer un message dans toutes les langues et avec beaucoup de bonhomie, de bienveillance. Et aussi, je trouve que vous êtes extrêmement motivé et motivant, totalement convaincu de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Je trouve très aligné. Et c'est aussi un des mots que je voulais évoquer avec vous. Le mot qui commence par aligné. Est-ce que vous considérez comme aligné? Ça, je trouve très très important. Je trouve par exemple, devoir représenter une société, mais ne pas être derrière ses valeurs et ses produits, c'est impossible. Moi, je trouve ça impossible. Moi, j'ai vraiment un besoin d'être aligné. J'ai trouvé chez Google une société fantastique où je me trouve totalement aligné dans la culture d'entreprise, mais aussi de ce qu'on fait et de la mission. Alors ça, c'est une chance. Ça ne réussit pas toujours. Mais en tout cas, si vous travaillez pour une société où vous ne croyez vraiment pas à ce qu'elle fait, ça ne va pas vous rendre heureux quand même. Donc je crois que... Et je sens ça très fort ici, par exemple, Nostalgie Énergie. Je crois que tout le monde est aussi aligné et ça donne les gens une stabilité. Ça fait aussi que je suis pas obligé de faire tout en scripté ce que je dis sur Google, puisque je sens suffisamment aligné pour ne pas devoir tout apprendre par cœur et réciter quelque chose, un mot standard. Voilà ce qu'on en pense. Et donc ça veut dire être vrai. Oui. Et ça veut dire de pouvoir développer, se développer à l'intérieur de l'entreprise tant qu'en dehors, et ne pas être
Il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de décalage entre ce que vous êtes en dehors et dedans, parce que tout est effectivement clairement identifié et lié. Et donc, il y a des gens qui parlent de work-life balance, de pouvoir bien déterminer son professionnel et son privé. Moi, j'appelle ça plutôt un work-life mix. C'est-à-dire que c'est un mix. On est heureux que si on a les bons ingrédients. Donc, il faut être bien ancré au niveau privé, bien ancré au niveau professionnel. Et alors, du coup, ça ne vous dérange pas si on vous appelle un week-end. Par contre, je ne suis pas du style à travailler les week-ends, et surtout pas de faire travailler mes collaborateurs le week-end, mais ça ne me dérange pas du tout si on me demande de faire un interview le week-end. Ça ne va pas me perturber ou me déstabiliser ou dire il faut que j'y aille. Non. Mais par contre, ça me permet aussi de faire des choses privées pendant la semaine, qu'il faut... Voilà, si on veut faire peindre sa maison, il faut être là pour ouvrir la porte. Et donc, on est beaucoup plus à l'aise si on parvient à faire un work-life mix, avec une suffisamment dose de l'un et de l'autre, pas travailler 90% et 10% à la maison. C'est quoi vos sources d'inspiration? Marc Fossin. Faut terminer là-dessus. Et je dis pas ça parce que je suis ici pour flatter, je l'ai déjà dit en dehors. On a appris à se connaître professionnellement vers les années 2000 à mon avis. On travaillait tous les deux dans un groupe média qui s'appelait Corelio Mediabel, voilà, maintenant Mediaeus. Et donc j'étais à ce moment-là responsable de tout ce qui était un peu bizarre dans le groupe. Donc c'était un groupe d'édition papier et qui se diversifiait avec différents projets, dont entre autres le projet Nostalgie, et donc je m'occupais de ça. Et il y avait un homme un peu bizarre là-dedans, c'était Marc Fossin, parce que la plupart des chefs d'entreprise sont des gens business, voilà, qui connaissent leur business et qui drivent. Et demain, ils vendent des chaussettes, et le lendemain, ils vendent des papiers cul, et les jours d'après, autre chose. Et Marc Fossin dirigeait son entreprise par la passion de son produit. Et celui qui réussissait les meilleurs résultats, c'était Marc Fossin, c'était pas les techniciens du business, non, c'était Marc par la motivation de son produit. J'en ai appris deux choses. Un, la passion, mais deux aussi qu'il faut investir dans son produit. L'entreprise n'est quand même aussi forte que le produit qu'elle fait. Et ce que Google fait très fort aussi, veut dire, on est relativement mauvais vendeur, on n'est pas bon en organisation, etc., mais on fait des très 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 bons produits. Et la première obsession de Google, c'est la satisfaction de l'utilisateur de nos produits. Et ça fait la force. Après ça, il faut bien gérer, il faut faire tout ce qu'il faut, mais ça commence par le produit. Donc, la passion, l'énergie, la motivation par vraiment le fondament de son entreprise. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pour faire de la bonne radio, pour enthousiasmer les gens, pour rendre les gens heureux. Ça permet de faire du business. Et ça, je l'ai trouvé très inspirant, très tôt, au moment où je n'étais pas du tout occupé. Vous n'étiez pas comme ça? J'étais ingénieur commercial. J'étais amené à gérer du business et avoir des reportings financiers. J'avais géré une industrie, une blanchisserie industrielle qui était un marché saturé, donc il fallait regarder au moindre franc, économiser, etc. Donc j'ai été le premier qui m'a montré qu'il y a moyen de faire du business différemment, et surtout que des médias, c'est un métier différent. Et très important, je trouve que les médias doivent avoir cette passion-là de ce qu'ils représentent par rapport à la société. Les sociétés médias gérées par la bourse, c'est très mauvais, parce que alors on est obsédé par le résultat financier. Alors je suis aussi inspiré par des grandes pointures de ce monde. Clairement, Elon Musk, ce qu'il a révolutionné, le fait que le gars non seulement a fait bouger toute l'industrie automobile avec des voitures électriques, mais en plus a des voitures qui fonctionnent presque en autonome. Et à côté de ça, by the way, il a quand même fait la seule fusée qui parvient à retourner. Et puis, il s'est quand même intéressé à l'énergie solaire, donc il construit des batteries et des panneaux pour le toit qui sont des panneaux solaires. Il faut le faire quand même. Hein. Il a risqué tout ça. Donc il avait déjà gagné de l'argent, il a tout re-risqué plusieurs fois dans sa vie. Et ça, je me dis, ça c'est quand même... Alors le type n'est pas facile à vivre, et c'est pas sûr qu'on a envie de travailler pour lui, mais c'est très inspirant. Mais c'était comme Steve Jobs, c'est aussi pas facile à vivre, voilà. Mais aussi un inspirant. Je trouve que ce que Apple a fait est moins inspirant que ce que Elon Musk a fait. Apple a fait le smartphone, ils l'ont fait, il était là. Il serait sorti un an plus tard par quelqu'un d'autre. Alors ce sont des beaux produits, c'est un produit de luxe, hein, c'est cher. Et je dis respect pour les innovations, mais ils n'ont rarement innové eux-mêmes. Ils ont pris des innovations et ils les ont cristallisées et ils ont fait un beau produit. C'est du packaging. D'ailleurs, Steve Jobs est un excellent marketeer. D'accord. Ouais. Alors qu'Elon Musk est fondamentalement un ingénieur, lui, il a vraiment fait que les gens sont passionnés par la passion d'ailleurs. Larry Page et Sergey Brin, les deux fondateurs de Google,
sont tout aussi remarquables au niveau de leur capacité d'innover, d'avoir fait des produits qui ont changé la vie de tout le monde ici, mais avec plus cette notion de société encore. On le sait peu parce qu'ils sont très discrets dans la presse, mais ils sont fondamentaux parce qu'eux, ils se réveillent le matin en réfléchissant quel est l'impact de nos produits sur la société, comment on peut corriger, améliorer. Donc ils sont tournés vers cette envie effectivement de rendre la société plus durable, plus pérenne, de faire en sorte que l'éducation soit plus pour l'ensemble de la planète, de faire en sorte que chacun puisse... Comment est-ce que Google, dans ce cas, pourrait aider la planète et les humains à pouvoir manger tous à leur faim, être éduqués de la même manière? Comment est-ce que Google peut parvenir à ça? Google sera une nuit infinie. Est-ce que c'est vraiment très dur à te vous voyez on peut le faire. On peut se tutoyer. C'est très très dur. Donc les problèmes que tu viens de mentionner, on peut les résoudre, mais on les résoudra comme société, pas comme une société. C'est pas Google qui va faire ça. Google apporte des éléments de solution à ça. Comme j'avais déjà dit, notre cloud computing permet, par exemple, de faire l'éducation bien meilleur marché. Il ne faut plus investir dans des serveurs, donc les écoles ne doivent plus investir dans l'informatique comme il l'a fait précédemment. Et ces serveurs sont en énergie verte, donc on améliore également l'utilisation du carbone. Mais je crois, par exemple, ce qu'on a réussi, c'est la démocratisation de l'information. La mission de Google, c'est indexer l'information du monde entier et la rendre utile et disponible à tout un chacun. Il faut quand même savoir que les deux gars qui ont écrit ça, ils avaient 25 ans, ils n'avaient pas un mal, et ils étaient tous les deux dans une université. Et donc il faut, enfin, je ne sais pas comment tu te réveilles le matin pour dire je vais indexer l'information du monde entier et la rendre utile à tout un chacun. Pas tous les jours, non. Moi, ça m'impressionne vraiment. C'est génial. Mais ils l'ont fait, et aujourd'hui, effectivement, tout le monde, il y a 4 milliards, enfin nous on a 1 milliard d'utilisateurs, ou presque 2 milliards en certains cas, ont vraiment accès à cette information. Et alors parfois ils ont un smartphone, on fait un smartphone à 200 € grâce à Android, c'est quand même moins cher que certains autres, et donc on a diminué le seuil d'accès, et on est en train de travailler à des smartphones en dessous des seuils de 50 €. Et à partir du moment où on va arriver en dessous des seuils de 50 €, ça permet réellement à une nouvelle type de citoyens de ce monde à utiliser cette technologie. Mais derrière ça, il y a Google qui permet de résoudre des questions, tant des gens à l'école, des gens qui sont malades pour s'informer de ce qu'ils ont. Pendant la crise du corona, retrouver la bonne information sur le corona, c'est pas simple, il y a eu la fausse information aussi qui a été circulée. Et là, je crois que donc, Google a très fort aidé avec cette mission-là, de mener l'information disponible à tout un chacun. C'est tout le monde d'apprendre à utiliser cette information, d'avoir l'éducation sur cette transformation digitale. Donc parfois les gens surestiment aussi Google. On n'est qu'une société, on n'est que toute petite fraction du produit national brut. Ça occupe tellement notre vie. On voit cette marque Google tellement tout le temps, puisqu'on est rivé pour ceux qui l'ont sur nos écrans et qu'on voit Google et qu'on va sur Google pour aller chercher de l'information. Ça occupe, et donc je trouve que c'est une responsabilité plus importante. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et là, on est absolument d'accord. Sur cet élément-là, on estime que notre responsabilité est énorme. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tout ni faire, surtout pas faire, parce qu'on pense aussi que c'est pas à nous à réinventer l'éducation. Il y a des structures d'éducation pour le faire. On peut donner des idées comment ça doit être, et on peut donner des outils technologiques pour le faire plus facilement et meilleur marché. Mais ce serait une faute de se mettre à la place. Parfois, j'ai des parents qui râlent parce que le système d'éducation francophone n'est pas assez bien à leur goût, et disent pourquoi ce Google ne s'occupe pas de ça? Et non, il n'est pas le rôle. Il faut aussi être très humble dans tout ça. C'est toute la société qui se transforme. C'est pas uniquement l'accès à l'information. Exact. Qu'est-ce qui est le plus essentiel dans cette société précisément pour qu'elle soit harmonieuse et durable? Alors c'est un beau bridge par rapport à c'est l'éducation. Alors, la base de tout c'est l'éducation. Ça permet. En fait, pour réussir la révolution industrielle, on a appris à lire, à écrire à tout le monde. Les jeunes aujourd'hui oublient ça, mais avant la révolution industrielle, il y avait une très très petite minorité de gens qui savaient lire. Par contre, dans la révolution industrielle, il fallait que les gens aillent dans des bureaux, fassent des procédures, des papiers, des choses comme ça. Et donc, on a dû apprendre à tout le monde à écrire. Si on n'avait pas appris aux Belges à écrire, on n'aurait pas réussi le monde d'aujourd'hui. On ne saurait pas utiliser l'électricité, on ne saurait pas communiquer l'un avec l'autre. Et donc, on est dans une nouvelle transformation de société à ce point, mais il faut
apprendre à tout le monde, pas uniquement aux jeunes, à utiliser ces nouveaux moyens. Quand l'électricité est apparue, il y a eu des morts terribles parce que les gens mettaient leurs doigts dans la prise, parce que les appareils électroménagers n'avaient pas de terre, et donc on a dû sécuriser ça. Mais on a surtout appris aux gens à l'utiliser. Et maintenant, le digital, il faut aussi apprendre à l'utiliser. On apprend à nos enfants à traverser la rue en primaire, parce que c'est dangereux la rue. Et puis on construit l'autoroute de l'information, et on leur donne aucune information en primaire, comment traverser l'autoroute de l'information. Ça, c'est vraiment dangereux. Donc il y a une vraie grosse responsabilité d'éducation. Même chose pour la montée du populisme. Une population bien éduquée sait faire la part des choses. C'est-à-dire, fondamentalement, l'être humain est bon. Quand il est éduqué, il sait... Quand on lui balance des bêtises à la figure, il le sait. Par contre, des gens qui sont défavorisés, mal lotis, mal logés ou peu éduqués sont fatalement sensibles à ce genre de message. Et le pire, c'est que le populisme réellement exploite cette population-là pour être voté, mais après ne les sert pas du tout. Regardez ça dans l'histoire, il n'y a aucun populiste. Tous les populistes ont été élus par la masse mécontente, à raison mécontente, mais c'est fait prendre au piège pour voter pour un populiste qui après, Hitler a envoyé tous ces gens qui avaient voté pour lui à se faire tuer sur le front quand même, pour leur propre ambition. Donc c'est vraiment très important qu'on résout ça comme société. Et donc on résout le problème de clivage sociétal, que par exemple tout le monde a accès en Belgique à cette possibilité digitale. Non seulement l'accès à l'information, il y a quand même des zones blanches en Wallonie où on a dû avoir un accès, et puis apprendre les possibilités de ça, tant les dangers que les opportunités. Ne pas oublier de faire les deux, parce que sinon, ce que je vois dans certains programmes, c'est qu'on se focalise sur les dangers et tout ce que ça a de mal. Disons, il faut donner envie aux gens, parce que la transformation sociétale, elle est là, on ne l'évitera pas, et donc il vaut mieux être inspiré pour y attaquer. Dans la vision de ce que ça implique pour l'homme, donc, ça implique de la responsabilité de s'éduquer, de se former, de se développer professionnellement et personnellement. Qu'est-ce qui peut favoriser je ne vais pas dire une urgence, mais une rapidité plus grande de tout ça? Le fait d'avoir plus facilement accès à la formation, au développement personnel, à l'éducation. Qu'est-ce qui peut favoriser la rapidité? Eh bien, on vient à la question d'inspiration. Il faut surtout inspirer. Il faut évangéliser et inspirer, et puis démystifier. C'est-à-dire, il faut que les gens aient envie de s'intéresser au digital. Pour ça, il ne faut pas leur foutre la trouille, mais il faut leur dire, tiens, il y a des choses intéressantes. Et de deux, il faut se rendre compte à quel point c'est simple aussi. Les gens pensent que pour être formé au digital, il faut faire des études d'ingénieur en robotique. Alors, le contraire est vrai. Je vais vous donner un exemple. Avec le corona, par exemple, les personnes âgées dans une maison de repos et de soins, ils ont eu combien de semaines ou d'années de formation pour du jour au lendemain faire des vidéoconférences avec le monde extérieur? C'est zéro. On a juste mis une tablette dans les mains, on a dit tu tapes sur ce bouton-là et on est en contact avec le monde extérieur. Donc, mais par contre, on a eu besoin du corona pour leur mettre la machine dans les mains. Et puis, c'est génial, super. Et puis, et au lieu de uniquement parler avec ma famille qui est juste derrière le carreau, il y a tante Germaine qui a déménagé au Portugal. C'est vrai aussi. Elle a déménagé au Portugal. Non. Et donc, le corona a fait un crash course, et du coup, il y a des utilisations qui sont mises en place qui n'étaient pas absolument nécessaires, mais qui sont rendues utiles. Et j'entends vraiment toujours le digital c'est dangereux, le digital c'est compliqué. C'est le contraire, c'est relativement simple. Ça peut être dangereux, mais ça offre aussi des possibilités. Et le plus dangereux, c'est d'en avoir peur. Parce que quand vous avez peur de quelque chose, vous vous avancez pas, donc ça devient dangereux. Vous savez très bien que si vous faites du ski et vous avez peur, vous arrêtez. Parce que les accidents de ski, ça passe la plupart du temps, les gens qui ont peur, malhabiles, ils tombent. Alors je ne dis pas qu'il faut devenir casse-cou, ou devenir hacker, c'est aussi dangereux, mais le digital, c'est comme le ski, c'est relativement simple, mais il ne faut pas avoir peur, sinon on se casse la figure. Est-ce que c'est l'idée principale de Mot Digitalis ? La vraie raison pour laquelle j'ai écrit les deux bouquins, c'est un peu du populisme. Et donc, j'avais pas les cours d'histoire quand j'étais à l'école, mais maintenant je suis passionné d'histoire parce que je vois les liens. Et donc, si vous faites un peu, alors il y a beaucoup de différences aussi. Enfin, quand même, quand on lit la montée du nazisme en Allemagne,
il y a quand même des signes qu'on est dans ce genre de transformation de société où il y a des gens mécontents à raison, sur lesquels il faut absolument travailler. Et moi, je suis totalement optimiste. Donc, je crois que l'humanité, a priori, est positive. Je ne crois pas du tout dans la technologie, mais par contre, je suis optimiste par rapport à ce que l'humanité peut faire. La technologie n'est pas dangereuse en soi, mais elle est dangereuse si l'humain l'utilise mal. Et ça se passe que de façon à grande échelle avec des gouvernements populistes. Si notre démocratie est bien défendue, avec des bonnes lois et une police de l'Internet et des bonnes législations, et que les gens pensent que les politiciens sont des hommes de confiance qui prennent les bonnes décisions, alors on peut réellement résoudre les problèmes. Et alors, c'est pas tellement grave si ça prend 5 ans ou 10 ans. C'est pas une question de... Il faut résoudre les problèmes, mais tout ne doit pas être résolu tout de suite. Par contre, si on glisse vers le populisme, tout ce qui était nécessaire pour améliorer le monde part. C'est-à-dire la collaboration mondiale s'effondre, la croyance dans l'avenir s'effondre, puisque tout était mieux avant, il y a le repli sur soi-même, et tout ça, c'est l'opposé de ce qu'on a besoin. Et on a besoin d'un débat objectif. Par exemple, les risques du digital, il faut qu'on en débatte objectivement. Dans un pays populiste, il n'y a pas moyen de débattre, même pas des risques. Hein, c'est tout est noir ou tout est blanc. Et il y a un gourou qui décide que tout est noir ou tout est blanc, alors qu'on n'est pas dans du noir-blanc ici. Hein, on est dans un problème très complexe, très intéressant, très passionnant, mais aussi complexe, qui demande de la nuance, de la discussion, de la démocratie, d'impliquer les gens dans ce qui se passe. Et ça, c'est le contraire du populisme. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Vieux. Non, pas du tout, au fait. Dans 10 ans, je serai pensionné, entre guillemets. J'arrêterai pas de travailler, ça c'est déjà sûr. Parce que je ne trouve pas que travailler, c'est une obligation, mais c'est plutôt je serais très malheureux si on me dit que demain je dois arrêter. Je ferai autre chose que Google, et je sais pas encore quoi. J'ai pas de master plan comme ça, et je trouve pas que c'est indispensable. Continuer à se développer soi-même pour être disponible pour les bonnes opportunités. Et pour le reste, j'espère être un grand-père gâteux s'occupant de petits-enfants. Et j'espère que le monde sera meilleur. Et j'espère que ce sera différent de ce que j'imagine, parce que je pense pas que, comme j'avais dit, pas moyen de prédire l'avenir. La seule chose qu'on peut prédire, c'est qu'il sera 100% mieux que ce qu'il n'est aujourd'hui, à condition qu'on ait évité un grand désastre populiste ou guerre mondiale ou ce genre de choses-là, il sera nettement mieux. Thierry, qu'est-ce que pour toi un leader inspirant ? Alors pour commencer, je crois que c'est nécessaire pour un bon leader d'être inspiré et inspirant. Quelqu'un qui essaierait d'inspirer les gens mais qui n'est pas inspiré soi-même, c'est un menteur quelque part. Hein. Si je suis à la tête d'une société un peu pourrie et que j'essaie de faire un grand discours auquel je ne crois pas moi-même pour essayer d'inspirer mes collaborateurs de produire de la merde que je sais très bien qu'on produit, ça va pas. Et à mon avis, les gens vont assez rapidement comprendre ça. Et surtout, de nos jours, les gens comprennent beaucoup plus rapidement. Donc il faut d'abord être inspiré soi-même et s'inspirer en s'informant, en gérant une société qu'on a envie de gérer ou n'importe quoi, hein, d'être inspiré en tant que leader sportif ou politique, peu importe. Et alors être inspirant, c'est absolument nécessaire. Comme il y a tellement de choses qui changent aujourd'hui, on a besoin de leaders qui nous inspirent, qui nous expliquent et qui nous inspirent. Et je crois que c'est en tout cas indispensable au niveau politique. Et je crois que la classe politique est en train de se réinventer. On voit ça. Ils deviennent meilleurs communicateurs. Je crois que les gens qui sont à la tête aujourd'hui ont bien mieux réussi la communication et l'inspiration, même dans une période hyper compliquée. Les gens ont besoin de ça. Et même tout le monde a besoin de ça. C'est pas une question c'est pas de la politique où on fait croire des choses aux gens. Et ça, c'est de la faute. On inspire les gens parce qu'on y croit, parce qu'il y a une réelle possibilité. On est inspirant. Ils s'informent, ils s'éduquent et ils ont envie de faire. Et du coup, on rend les gens beaucoup plus heureux. Donc, un leader inspiré et inspirant rend son équipe heureuse, qui se développe mieux, et l'entreprise se développe mieux aussi, ou quelque autre activité se développe mieux. Est-ce qu'un leader inspiré et inspirant est possibiliste ou optimiste ? Je crois qu'il doit être optimiste. Un leader qui ne croit pas qu'il y a moyen d'avancer et ne fait pas tout en sorte pour qu'on y avance, même si c'est difficile, c'est quand même, ça va pas aller. Je veux dire,
tu pourrais diriger Nostalgie en disant le digital reprend tout, les gens écoutent Spotify et plus Nostalgie, donc les gars, on va laisser mourir le truc, je partirai dans la pension, moi je suis là pour gagner de l'argent, je pars en 5 ans dans la pension, après moi le déluge. Non, donc on a une obligation d'être optimiste, même si la situation est compliquée, et c'est les leaders qui montrent cet optimisme. Et à partir du moment où on a un leader optimiste et inspirant, les gens vont se battre pour réussir ça. Et c'est beaucoup plus motivant que même dans des situations compliquées. Et on voit que même dans des marchés qui sont en déclin, des sociétés qui ont un grand succès. Beaucoup de gens disent que les médias sont encore en difficulté. Regardez le succès de Mediaus et DPG, 2 sociétés belges de médias, qui ont fait leur meilleure année jamais faite en 2020. S'ils avaient eu des leaders qui ne croyaient pas dans le journalisme, le quotidien, les médias, et on ne serait pas là fatalement. Et dans la connotation du mot leader, est-ce que tout le monde peut être leader ? Pourrait être leader, mais il faut avoir envie quand même. Souvent les gens sont jaloux d'un leader parce qu'ils roulent dans une belle voiture, soit ils ont un beau salaire. On sous-estime énormément la responsabilité d'un leader. Surtout un leader d'aujourd'hui, c'est plus un petit chef. Un petit chef, c'est confortable. Je suis un chef, je peux décider. Un leader, c'est pas ça. Un leader, c'est quelqu'un qui se prend responsable pour son équipe et pour ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'il faut se lever tous les matins plutôt que les autres. Il faut être là pour les problèmes des gens et des problèmes qui s'imposent. C'est très motivant parce qu'on a la responsabilité, mais c'est la charge de la responsabilité aussi. Et donc je vois des gens qui veulent absolument devenir leaders, mais qui ne sont pas faits pour ça, ou n'ont pas l'énergie pour le faire, qui sont très malheureux. Ils sont contents parce qu'il y a une grosse voiture, en Belgique surtout une voiture de société, je roule en BM, mais après qui sont fondamentalement malheureux parce que, ou deviennent un mauvais leader, parce que ça peut être épuisant. Et ça je crois que tu peux témoigner, surtout quand la situation devient difficile, quand il y a quoi qui se passe avec les gens dans l'équipe, ou quelqu'un quitte l'équipe, on est le seul à devoir se relever et amener tout le monde à bord. Et donc ça te prend énormément de responsabilités. Je crois qu'il ne faut pas oublier que prendre un leadership, c'est prendre énormément de responsabilités. Et il y a des gens qui n'ont pas cette ambition-là, et c'est tout à fait OK, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Le pire, c'est de ne pas avoir cette ambition et quand même le vouloir le faire pour des raisons financières. Mais, je veux dire, il y a des gens qui peuvent faire leur boulot 8 heures par jour et arrêter là. Ni toi ni moi, on arrête quand le travail arrête, parce que il peut se passer des choses avec notre entreprise ou nos collaborateurs après les heures, et on doit être là. Et c'est bien comme ça. Et laissons ça à ceux qui savent le faire et qui ont envie de le faire. Mais j'espère que surtout beaucoup plus de femmes prennent sa responsabilité, et on s'avère que les femmes sont de très très bonnes leaders, meneuses, excusez-moi, parfois je suis quand même un peu un flamand. Elles sont des bonnes meneuses parce qu'elles ont beaucoup plus cet élément empathique et veulent beaucoup plus avoir le pourquoi des choses. Les mecs, c'est plutôt on est militaire, on donne des ordres et on avance, et ça ne fonctionne plus dans le monde d'aujourd'hui. Et donc il faut plus expliquer, plus empathique. Et donc je trouve que les femmes font en fait de meilleurs leaders dans de nos mondes d'aujourd'hui. Et ceci dit, on a un peu à rattraper. Le pourcentage de femmes qui dirigent le monde, c'est insuffisant et c'est un problème. En fait, un des avantages, et je suis évidemment 1000 fois d'accord avec toi, c'est qu'on a, qu'on soit homme ou femme, cette capacité d'acquérir la force, les talents du sexe qu'on n'est pas. Puisqu'on a tous en nous une part féminine, une part masculine, oui, et on peut tous développer, nous, en tant qu'hommes. Je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de nous inspirer de la manière dont les femmes sont, et de pouvoir avoir plus d'empathie, plus de réflexion par rapport au pourquoi. Je suis d'accord avec toi. Et ce sont aussi des modèles inspirants. La femme est un modèle inspirant. Mais ce que j'essaie surtout de coacher les femmes avec lesquelles je travaille, c'est d'avoir plus d'ambition et d'avoir plus d'assurance en soi. Parce que quand un job s'ouvre, l'homme va solliciter, s'il a 60% des capacités requises, l'homme va solliciter en disant « Waouh, ça va aller, je vais apprendre le reste ». La femme va solliciter quand il a 120% des capacités acquises. Et donc fatalement, les hommes se trouvent dans des situations, prennent des jobs où ils apprennent sur le job, alors que la femme attend trop longtemps. Donc il faut avoir plus de confiance en soi et avoir plus d'ambition.
Et là, je crois qu'il y a un vrai rôle pour les leaders masculins de tirer vers le haut, et ça n'a que des avantages. Après, le business va beaucoup mieux, le fonctionnement de l'équipe fonctionne mieux, du coup, les femmes dans l'équipe aussi se sentent plus valorisées, donc ça n'a que des avantages, mais ça demande un effort des deux parties pour corriger cette ineptie, quelque part, qui vient du monde industriel. Tu rencontres Elon Musk, quelle est la question que tu lui poses? Non, je suis tétanisé, je ne parviens pas à poser vraiment la question. Okay. Donc, alors tu réfléchiras à ça la prochaine fois si tu veux bien. Thierry Geerts était avec nous. Il sort un bouquin qui s'appelle Homo Digitalis et qui, vous l'avez entendu, a été écrit pour faire en sorte que le populisme ne passe pas. Si je résume. Est-ce que c'est... C'est très high level, comme on dit, mais c'est absolument exact. Et si tu avais une question pour terminer à me poser, Thierry, tu me poserais quoi comme question? Est-ce que tu crois en l'histoire de la digitalisation? Qu'est-ce qui te perturbe le plus? Donc tu dis non, mais ça va le faire, ou ça c'est un problème? Non, je crois totalement... Alors, je suis un profond optimiste et donc possibiliste pour reprendre, parce que je pense que les deux termes se vont bien et s'harmonisent bien. Je crois profondément que tout ce que l'homme crée, et comme tu l'as dit, est susceptible de pouvoir nous développer, nous permettre de nous développer, nous permettre de grandir en tant qu'être humain et en tant qu'humanité. Je suis persuadé de ça. Je suis persuadé que le digital et la technologie digitale, comme tout modèle technique qui ont été créés depuis la nuit des temps, prennent du temps, de l'espace, de l'énergie et créent des difficultés, créent des douleurs, des souffrances, tout. Mais qu'au terme de cela, si on parvient à utiliser, c'est le troisième élément que tu évoquais, si on parvient à utiliser de manière saine, joyeuse, heureuse, intelligente, responsable, ce moyen digital ou ces moyens digitaux, on ne peut qu'arriver à une évolution positive de l'être humain et de l'humanité. Eh bien, bonne nouvelle, c'est que tu es un homo digitalis. Aujourd'hui, tu n'es plus un homo sapiens, tu es évolué vers le prochain niveau d'humanisme, qui est l'homo digitalis. Merci Thierry, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, C'était un merci. plaisir. Merci beaucoup.